Bien, écoutez, je propose que nous commencions ce webinaire, ce premier webinaire de l'année administrative, puisqu'on a eu un premier webinaire, mais c'était en octobre dernier avec Didier Vinault. Aujourd'hui, donc, nous avons le plaisir d'accueillir Nathalie Coméras. Nathalie est professeure agrégée des universités en sciences de gestion à l'université de Montpellier. Qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'elle est responsable de l'équipe de recherche ressources humaines au sein du labo Montpellier Research in Management. Je ne sais pas comment on prononce Montpellier en anglais. Elle est trésorière de la GRH. Et puis, ses recherches portent sur l'engagement au travail, les tensions de rôle, la santé au travail, les performances au travail. Et je suis frappé quand je lis les titres de ces articles, le contenu de ces articles, de voir à quel point en sciences de gestion, vous êtes près de ce que nous on fait en psychologie du travail ou en psychologie sociale, hein. Les concepts sont... Alors, le contenu des concepts n'est pas forcément les mêmes, mais les intitulés des concepts, des variables sont souvent très très proches. Et quand je lis, Nathalie, le contenu de les titres de tes derniers articles, par exemple, bien-être au travail et performance innovante des salariés, le rôle médiateur du capital psychologique, c'est quelque chose qu'on pourrait trouver dans une revue de psychologie du travail ou de psychologie sociale en français ou en anglais, hein. Un autre, How do working conditions help us to understand the paradox between well-being at work and performance? Bon, c'est pareil, c'est vraiment, ça pourrait être dans une revue de psychologie sociale. Donc tout ça me fait dire que, vous savez, un des objectifs de départ de la création de ce réseau, c'était pour créer de la pluridisciplinarité. Je pense qu'il y a vraiment des conditions pour véritablement travailler entre nous. C'est ce que montrent ces contenus-là. Alors, pour continuer de présenter Nathalie avant de lui laisser la parole, pendant que la salle continue de se remplir, Nathalie a écrit un bouquin a édité un bouquin avec ses collègues de Montpellier. Je pense que le bouquin, vous le voyez à l'écran. Le bouquin s'appelle donc Le sens au travail, enjeux de gestion et société. Alors, c'est un ouvrage collectif qu'elle a écrit qu'elle a coordonné avec ses collègues de Montpellier. Il y a en tout 11 chapitres dans ce bouquin. Il est vraiment très bien. Il y a une grande première partie qui s'appelle Le sens au travail à l'heure des nouvelles formes d'organisation à l'épreuve des mutations. Et donc, ça pose la question de créer du sens au travail dans différents contextes, hein. Il y a un chapitre sur créer du sens au travail dans le cadre du management à distance, un autre sur le sens au travail à l'heure des nouvelles formes d'organisation, donc la question du coworking, enfin, etc., etc. Et puis une deuxième partie qui porte sur la construction du sens au travail par et pour les acteurs, nouveaux enjeux et nouvelles dynamiques avec des chapitres qui portent sur la question sens individuel et sens collectif au travail. Il y a un chapitre sur l'hôpital, qui nous intéresse particulièrement et je pense dont Nathalie nous parlera dans sa conférence d'aujourd'hui, puisqu'elle est un des co-auteurs de ce chapitre-là. Il y a un chapitre sur les collectifs interentreprises de dialogue RSE comme espace de construction de sens, enfin, etc., etc. Autour de ce chapitre, ce serait vraiment un bouquin qu'on peut recommander dans ce spécial copinage avec nos conférenciers. Donc voilà, je te laisse la parole, Nathalie, pour trois quarts d'heure, une heure, et puis ensuite, eh bien, les auditeurs, spectateurs pourront te poser, t'adresser toutes les questions qu'ils le souhaitent. Euh, Bienvenue. Merci Didier. Donc je remercie les organisateurs de cette série de webinaires qui traitent du sens au travail de m'avoir convié à présenter. Effectivement, je vais présenter les recherches que j'ai menées en collaboration avec Audrey Rivière pour l'essentiel sur le sens au travail et la santé dans les hôpitaux, hein, ce chapitre et fait partie de cet ouvrage. Donc, tout d'abord, je vais partager mon diaporama. Hop, vous le voyez? Non. Qu'est-ce qui se passe?
Je comprends pas. Tout à l'heure, ça se Moi, je le partageait. vois, moi, mais je sais pas si Vous le Didier. voyez? Ah bon? Moi, Alors je le c'est vois. moi qui ne le vois pas, ce qui est assez gênant parce que je préférerais le voir. Alors je ne sais Les pas autres, pourquoi Mais je moi je Monique, le pense tu que le vois vous bien. avez vois? deux écrans, je pense, non? Parfait. Alors attendez, je vais reprendre. Il faut, Gérard Valéry, par exemple, nous dit que c'est OK. Oui, non, mais c'est faut bon. mettre, je pense, mode présentateur. C'est Il bon, faudrait, ça y est, c'est Tout le bon. monde Moi je nous le dit que vois. c'est OK. voilà, et C'est que tu OK? le mettes en plein écran. C'est bien. Hop, mince. Ouais, c'est Là, bon, t'es en plein Ah là écran. là, vous voyez, moi je suis pas pourtant en principe, je partage, il n'y a pas de C'est bon, souci. là, c'est bon. Ouais, mais moi je le vois pas en fait, c'est ça qui me il faut gêne que tu quand le mettes même. en mode présentation. C'est ça, cliquez juste à droit et à Voilà, mode c'est bon. présentateur. C'est bon, je le vois. Vous le voyez toujours? Oui, Oui. oui. Très bien. Donc, mon intervention s'intitule Sens et santé au travail vers les nouvelles dynamiques construites par les acteurs, le cas de l'hôpital. Alors, tout d'abord, avant de rentrer dans le cœur du sujet, je vais vous rappeler le contexte, un contexte un peu plus général sur le sens au travail. Tout d'abord, donc le sens au travail, c'est un sujet qui n'est pas récent, qui est relativement ancien, mais qui a à nouveau été mis en lumière par, plus précisément ou plus particulièrement, par l'anthropologue David Graeber dans son ouvrage au succès planétaire, hein, qui a été publié en 2018, que vous connaissez peut-être, qui pointe l'absurdité de certains emplois dénués de toute utilité qu'il nomme les bullshit jobs ou des jobs inutiles. Euh, à cela également, cette absurdité professionnelle, elle a aussi été mise en exergue par un autre ouvrage publié par Alves et Spicer en 2016, qui désigne l'entreprise plutôt comme un lieu de fabrique de non-sens, de démotivation, de souffrance au travail, dans leur ouvrage intitulé The Stupidity Paradox. Quelques données chiffrées sur le sens au travail. Quand on regarde un petit peu les données d'enquête de la DARES, hein, la DARES, je vous rappelle, c'est la Direction d'animation de recherche d'études statistiques du ministère du Travail, donc des données de 2021. 30% des salariés français estiment que leur travail est inutile. De même, les résultats d'un sondage effectué par Audencia pour le compte de l'ANACT en 2022 révèlent que 4 actifs sur 10 envisagent de quitter leur emploi actuel au cours des 2 prochaines années pour un emploi qui aurait plus de sens. Autre chiffre aussi pour éclairer les propos, les résultats d'un sondage réalisé par OpinionWay pour l'ANACT en 2022 mettent en avant que 8 actifs sur 10 jugeraient que leur travail a du sens, 39% tout à fait et 45% plutôt. Donc, à la lecture de ces chiffres, on s'aperçoit que de nouvelles formes d'épuisement au travail voient le jour. Il y en a essentiellement deux. Le bore-out, qu'on traduit par ennui au travail. Alors, le bore-out, à mon sens, ne s'applique pas du tout pour le personnel soignant, au contraire, qui est sursollicité. Mais si ça vous intéresse, il y a des travaux et des chercheurs français qui se sont intéressés à cette thématique, et notamment François Grima, que certains peut-être connaissent, et récemment, il y a eu une thèse qui a été soutenue par Alice Monnier en décembre 2024 ou en novembre 2024, qui porte sur les effets de l'ennui au travail, notamment sur la santé au travail. Voilà. Ensuite, deuxième forme nouvelle d'épuisement au travail que François Baumann, en 2018, a mis également en lumière, le brown out. Donc, pour lui, il le traduit comme une perte ou une absence de sens au travail. C'est un manque de sens au travail c'est un manque de sens dans le travail quotidien, hein, du fait de tâches absurdes et non stimulantes, on pourrait traduire par baisse de courant, baisse d'énergie, qui traduit un désengagement qui est plutôt lié au sentiment d'inutilité, d'aberration des tâches, ou alors à l'incompréhension du pourquoi de la mission,
ou à l'impossibilité de situer ou d'apprécier les retombées de sa mission. Donc après ce contexte général, la question qui se pose aujourd'hui est qu'en est-il aujourd'hui à l'hôpital et plus largement dans les établissements de santé? Alors à l'hôpital, on constate aujourd'hui une profonde crise de sens au travail, hein, comme vous le savez. Depuis, depuis les nombreuses réformes subies par l'hôpital, hein, la T2A pour n'en citer qu'une, mettant en avant au devant de la scène les impératifs de rentabilité, la majorité des personnels soignants sont en quête de sens au travail du fait de la forte dégradation de leurs conditions de travail. Certains ont même la sensation de n'être qu'un pion dans un environnement qui perd de sa substance. Par exemple, lors d'une collecte de données que nous avons réalisée, une infirmière nous a dit: on peut avoir le sentiment d'être des pions. Malheureusement, j'ai de plus en plus ce sentiment-là. Donc, toutes ces crises successives, hein, qui ont eu pour effet de fragiliser l'hôpital public, qui est aujourd'hui en pleine tourmente et au bord du gouffre, si j'ose dire, et de miner le moral des personnels soignants qui s'interrogent aujourd'hui sur le sens de leur métier. Alors, quels sont les symptômes les plus visibles de cette crise de sens au travail? J'en ai relevé quelques-uns. La perte d'attractivité de l'hôpital, et tout à l'heure je vous donnerai quelques chiffres à ce sujet, le manque de personnel, la désinsertion professionnelle et la pénurie de personnel, notamment pour le personnel infirmier, des fermetures de lits liées à un manque de personnel, une dégradation continue des conditions de travail, une montée de la violence au travail, notamment de la violence verbale, mais aussi de la violence physique. Cette violence, elle a toujours été présente, plus ou moins, dans les services d'urgence, mais à présent, on constate qu'elle se diffuse dans l'ensemble des services des établissements de santé. Et puis, on pourrait ajouter la mise en œuvre de mesures managériales mal perçues par les soignants, telles que par exemple la flexibilité, par exemple avec flexibilité, avec notamment lors de la gestion de l'absentéisme, l'autoremplacement, c'est-à-dire le rappel sur des périodes de repos des infirmières, ou encore la polyvalence. Et si je continue à donner un exemple par rapport à la gestion de l'absentéisme, on pourrait évoquer le prêt de personnel interservice au sein de même pôle. Donc, des symptômes de plus en plus visibles. Donc, cette crise de sens, elle a des conséquences notables, voire même désastreuses pour l'hôpital et pour les personnels soignants, et particulièrement sur leur santé au travail. Donc, on peut, comme je viens de l'évoquer, noter le manque d'attractivité, mais aussi des tensions dans les équipes, une démotivation, un désengagement envers l'organisation notamment, des comportements de retrait, des missions, des répercussions sur la relation avec le patient, des répercussions également sur la qualité et la sécurité des soins, pour n'en citer que quelques-unes. Donc, si j'illustre mes propos par quelques chiffres, par exemple, en 2021, selon un rapport des chiffres donnés par l'Ordre national des infirmiers, 40% des infirmières souhaiteraient changer de profession depuis la crise sanitaire liée à la Covid-19, soit 3 points d'augmentation par rapport à 2020. On constate également une usure des professionnels de santé, notamment à l'hôpital. Une infirmière hospitalière sur 2 a quitté l'hôpital ou changé de métier après 10 ans de carrière, parmi celles qui étaient entrées dans la profession entre 89 et 2019, selon des chiffres donnés par l'adresse en 2023. Puis à cela, on peut ajouter, comme je l'ai dit tout à l'heure, des fermetures des lits. Encore cet été, on a constaté que les services des urgences étaient saturés, au bord de l'explosion, des services d'urgence qui se sont mis en grève, etc., etc. Donc, la question qui se pose aujourd'hui, c'est comment
peut-on redonner du sens au travail dans ce contexte dégradé pour améliorer la santé au travail des personnels soignants et réduire peut-être ainsi la désinsertion professionnelle. Donc nous verrons tout d'abord, je vais essayer d'identifier au travers de mes recherches et des recherches de collègues qui se sont intéressés à cette thématique et à ces questionnements, quels sont les déterminants de la perte de sens au travail pour ces métiers à vocation et ses effets sur leur santé au travail. Et puis on verra quelles sont les actions qui ont été déployées par les acteurs du soin et leur établissement pour redonner du sens au travail. À mon sens, on verra tout à l'heure qu'on ne peut redonner du sens au travail sans se préoccuper tout d'abord de l'amélioration des conditions de travail qui passe par des actions de prévention des RPS, notamment une prévention primaire, sans se préoccuper aussi, et c'est étroitement lié, de la gestion de l'absentéisme. Et troisième point que nous verrons tout à l'heure, et sans réinventer le management pour tendre vers plus de bien-être au travail, pour redonner du sens au travail, qui est source d'engagement et de fidélisation, c'est-à-dire d'aller vers une politique du care envers le personnel, c'est-à-dire il serait temps de, de, de mettre en place des actions pour inciter les hôpitaux et les acteurs du soin à prendre soin de l'ensemble des personnels soignants et des équipes de soignants. Alors, mon intervention, elle s'articulera autour de ces 5 points. Tout d'abord, très rapidement, je vais vous présenter quelques définitions de l'expression sens du travail. Nous verrons que ce concept est un concept complexe qui, à la lecture de la littérature, qui ne fait pas consensus. Il y a différentes définitions qui sont proposées par différents chercheurs. Ensuite, dans un second point, j'essaierai d'identifier des conditions de travail. Quelles sont les conditions de travail qui sont source de perte de sens au travail? Rapidement, je rappellerai les conséquences pour l'hôpital et le personnel, mais là très rapidement. Et puis, je m'étendrai et je développerai les 2 points suivants. Quelles sont les stratégies d'ajustement qui ont été déployées par l'organisation et par l'individu pour faire face à cette perte de sens au travail et pour essayer de redonner du sens au travail dans un contexte de travail dégradé. Et puis, je terminerai en évoquant quelques pistes de réflexion qui tendraient à une meilleure qualité de vie et à l'amélioration des conditions de travail, qui, à mon avis, ce sont des leviers essentiels pour redonner du sens au travail. Et donc, nous engagerons ainsi la discussion. Alors, tout d'abord, donc, premier point, quelques rappels sur le sens au travail. Alors, sous l'expression du sens au travail se cache, comme je viens de le dire, une notion complexe à définir, qui peut revêtir de multiples réalités. Alors, à la lecture de la littérature, tous les chercheurs s'accordent sur la difficulté à définir le sens au travail et soulignent la pluralité des définitions. Donc, un auteur qui a beaucoup travaillé sur le sens au travail, c'est Estelle Morin, qui, dès 2006, le définit comme une structure affective constituée de 3 dimensions, la signification, l'orientation et la cohérence. Alors, la signification se réfère à la représentation qu'un individu se fait de son travail, il y a la valeur qu'il lui attribue. L'orientation traduit plutôt les motivations qui incitent les personnes à travailler, c'est-à-dire que ce que la personne cherche dans son travail. Alors, elle peut correspondre aux fonctions du travail très utilitaires, telles que par exemple le salaire, ou des fonctions du travail plus expressives, telles que le plaisir ressenti par le travail, le prestige, l'épanouissement au travail, etc. Et puis, dernière dimension, la cohérence. Alors, la cohérence, elle traduit plutôt un degré d'harmonie entre la personne, sa raison d'être et son travail. C'est-à-dire,
En fait, cela traduit une cohérence entre le travail accompli et les attentes de l'individu à l'égard de son travail. Alors ensuite, elle a continué à travailler sur ce concept et dans le prolongement de ses travaux, en 2008, Estelle Morin identifie 6 caractéristiques du travail porteuses de sens. L'utilité au travail, qu'elle appelle l'utilité sociale au travail, c'est-à-dire faire quelque chose qui est utile aux autres ou à la société ou qui apporte une contribution à la société. La rectitude morale du travail, c'est-à-dire faire un travail moralement justifiable, autant dans son accomplissement que dans les résultats qu'il engendre. Les opportunités d'apprentissage et de développement que l'on peut avoir dans son travail, c'est-à-dire faire un travail qui stimule le développement de son potentiel, dans lequel on peut développer de nouvelles compétences. L'autonomie au travail, bon, c'est-à-dire pouvoir exercer ses compétences et son jugement pour résoudre des problèmes, pouvoir prendre des décisions relatives à son travail, bon, etc. La qualité des relations, c'est-à-dire faire un travail qui permet d'avoir des contacts intéressants et de bonnes relations avec ses collègues, avec son manager, avec d'autres parties prenantes externes, telles que par exemple ici avec les patients ou la famille des patients. Et la reconnaissance, c'est-à-dire effectuer un travail où les compétences et les résultats sont reconnus par l'organisation, et voire même dans l'organisation, via le respect et l'estime de la hiérarchie, de ses collègues, travailler dans un environnement où on peut compter sur le soutien de son supérieur hiérarchique immédiat, et également sur le soutien et l'entraide de ses collègues de travail. En 2010, elle propose une typologie qui distingue le sens du travail et le sens au travail. Cette typologie, quand on regarde la littérature, et notamment les travaux récents de Carr et Alain Gauvin de 2019, cette typologie, cet auteur mentionne qu'elle fait l'objet d'un consensus parmi les chercheurs. Donc cette typologie, elle distingue le sens du travail, qui est défini comme le degré de cohérence entre l'individu, ses valeurs et les tâches qu'il accomplit. Et donc, il fait référence plutôt aux caractéristiques du travail que je viens de vous présenter, telles que l'intensité de la charge de travail, le degré d'utilité sociale, etc. Et puis, on a aussi le sens au travail, qui, lui, résulte plutôt de l'interaction entre l'individu et l'environnement dans lequel il évolue. Et là, c'est plus lié aux qualités des relations de travail. Donc, dans nos recherches, nous avons plutôt retenu cette approche du sens du travail. Et donc, j'en reparlerai tout au cours de ma présentation pour identifier les sources ou les vecteurs de création de sens au travail ou de perte de sens au travail. Ensuite, il y a d'autres chercheurs et d'autres travaux qui se sont intéressés au sens du travail, et notamment les travaux de Christophe Dejour, qui, ces travaux mettent également en exergue la multidimensionnalité du concept du sens au travail, et ils distinguent 3 dimensions pour appréhender le sens du travail. Donc, on retrouve le sentiment d'utilité sociale perçue, c'est-à-dire lorsque le produit de son travail permet de satisfaire les besoins de ses destinataires, le sentiment du travail bien fait, qui dénote une cohérence éthique, bien faire son travail, et puis l'épanouissement au travail, il y a par exemple les occasions, les opportunités d'apprentissage et de développement. D'autres chercheurs encore s'appuient sur la théorie de l'autodétermination, que vous connaissez certainement, de Ryan et Deci, pour analyser la construction du sens au travail. Donc, selon cet angle, cette approche, le sens au travail résulterait plutôt de la satisfaction des besoins psychologiques fondamentaux des individus, qui, je le rappelle, selon la théorie de l'autodétermination, sont l'autonomie, le sentiment de compétence et d'efficacité et l'affiliation sociale. Donc, à la lecture de la littérature, de ce tour rapide
hein, pour mieux cerner ce que j'entends, ce que nous entendons, ce que j'entends par le sens au travail, eh bien, il y a un consensus qui semble se dégager autour du caractère complexe, multidimensionnel, subjectif et personnel du sens au travail, ce qui complique son analyse. Alors, donc moi, comme je le disais tout à l'heure, dans nos recherches, nous avons retenu la définition bidimensionnelle du sens au travail, hein, qui distingue le sens du travail du sens au travail. Alors, dans un second point, je vais essayer de tenter d'identifier les conditions de travail. Quelles sont les conditions de travail qui ont contribué à cette perte de sens au travail et du travail et qui ont également dégradé la santé au travail des personnels soignants. Donc ça sera mon premier point. Et puis ensuite, je ferai un focus, comme je l'ai dit tout à l'heure, sur la gestion de l'absentéisme, hein, qui également a eu des effets et a contribué à dégrader les conditions de travail et donc à dégrader également, à susciter également de la perte de sens au travail. Alors, premier point, on va voir donc les effets des conditions de travail sur la perte de sens au travail. Hein, je rappelle, perte de sens au travail. Le sens au travail, c'est en lien avec le contexte dans lequel le travail est exercé. Donc, c'est lié aux pratiques de reconnaissance, aux interactions avec les parties prenantes internes, hein, qui à l'hôpital sont les managers de proximité, les médecins, les infirmiers, les aides-soignantes et aussi les interactions avec les parties prenantes externes, et notamment les patients, la famille des patients, et également le soutien, la perception du soutien de l'organisation, l'hôpital. Ce que je vais vous présenter, je vais vous dresser rapidement un panorama succinct des conditions de travail des personnels soignants à l'hôpital public. Donc, ce panorama, en fait, il repose sur les résultats d'enquête de la DARES, entre autres, et de l'adresse, mais aussi sur des résultats de travaux de recherche que j'ai menés avec plus particulièrement mon collègue Emmanuel à bord de Châtillon dans le cadre d'un contrat de recherche qui a été financé par la DGAFP, la Direction générale de la fonction publique, et de la DARES. Ces recherches ont été menées en 2000, elles datent de 2016. Il y a eu un rapport qui a été publié en 2017, mais vous verrez que les conditions de travail depuis, la dégradation des conditions de travail ne s'est qu'intensifiée et malheureusement ne s'est pas améliorée. Alors, quels sont donc ces éléments donc des conditions de travail qui ont provoqué une perte de sens au travail? Alors, tout d'abord, ce que l'on a constaté, c'est que les relations de travail, elles sont tendues avec l'ensemble des parties prenantes, qu'il s'agisse des parties prenantes internes ou externes à l'hôpital. On a constaté tout d'abord des rapports sociaux au travail dégradés, hein, et notamment des agressions verbales de la part du public, des patients et de leurs familles qui sont de plus en plus fréquentes. Il y a par exemple des familles professionnelles qui sont les familles professionnelles qui sont les plus fréquemment en contact avec les patients ou leurs accompagnants, leurs familles, souffrent le plus de ces agressions. La moitié des infirmiers et sages-femmes ou aides-soignantes interrogées ont déploré une agression verbale dans l'année. Il en est de même des professions administratives qui sont en contact avec le public et notamment des secrétaires médicales et des agents des bureaux des entrées. Les acteurs rencontrés s'accordent tous sur l'idée que la violence verbale et physique des patients et de leurs familles est de plus en plus importante, qu'avant elle était cantonnée aux urgences et qu'à présent cette violence se diffuse dans l'ensemble des services tout en montant en intensité au fil du temps, puisque de temps en temps maintenant cette violence verbale s'accompagne de violences physiques. À cela s'ajoutent des agressions verbales de la part des collègues de travail ou des supérieurs qui sont aussi de plus en plus nombreuses. Par exemple, un quart des infirmiers et des sages-femmes déclarent avoir subi des violences verbales de la part de leurs collègues.
Et en parallèle, on constate un fort soutien de la part des collègues de travail, de l'entraide, hein, puisque l'entraide entre collègues reste quand même un trait caractéristique fort de l'hôpital, ce qui, là, lui, crée du sens au travail. Les résultats de nos travaux mettent également en lumière un manque de communication entre personnel médical et personnel soignant. On retrouve ici la vision des deux mondes cloisonnés au sein de l'hôpital. On a également nos travaux, les résultats ont également révélé des relations de travail tendues liées à des conflits de rôle entre les équipes médicales et les équipes soignantes, ou encore un déficit de reconnaissance des médecins envers certaines catégories de personnel et plus spécifiquement les aides soignantes. En plus, quand je regarde un peu la littérature, il y a d'autres travaux qui corroborent aussi nos résultats et qui montrent que depuis plusieurs années, la qualité de la relation avec les patients tend à se dégrader du fait de sa dépersonnalisation, du manque de temps, des conflits de valeurs, hein, puisque maintenant les personnels soignants ont de moins en moins de temps à consacrer aux patients, hein. La logique du chiffre, désormais, est prédominante et impose de visiter un nombre conséquent de patients à un temps de plus en plus restreint. Certains, si je lis quelques verbatims pour illustrer mes propos, donc il y a une infirmière qui nous dit, par rapport à ce que j'ai connu il y a plus de 30 ans, on avait le temps de parler aux patients, de les écouter. Je me rappelle que les après-midi, on passait les voir, on retendait leurs draps, on les écoutait, on avait le temps. Là, on n'a plus le temps, ça va trop, trop, trop vite, nous dit une infirmière et une aide-soignante également. Des personnels estiment que la relation avec le patient s'est totalement déshumanisée. Une infirmière nous dit, les patients sont aussi des pions ou des numéros ou des matricules. Tous ces constats, ces verbatims, ce constat va à l'encontre des valeurs du care qui est porté par le personnel soignant, suscitant des conflits de valeurs, le sentiment de mal faire leur travail, la qualité empêchée qui est destructeur de sens au travail. À cela s'ajoute également un manque de reconnaissance de son organisation. Hein. Donc, par exemple, certains auteurs évoquent même un sentiment d'abandon, un désintérêt de la part de la hiérarchie. À cela s'ajoute également ce déficit de reconnaissance des médecins envers certaines catégories de personnel, comme je l'ai dit tout à l'heure, et plus spécifiquement les aides-soignants. Un manque de reconnaissance sociale du personnel soignant. Quand on regarde des rapports, et notamment le rapport de l'OCDE, on constate que leur utilité pour la collectivité ne serait pas reconnue à sa juste valeur, excepté durant la période de la crise sanitaire. Par exemple, la rémunération des infirmiers en France, c'est l'une des plus faibles parmi les pays de l'OCDE, hein, selon un rapport de l'OCDE de 2020. D'ailleurs, quand on lit le rapport de la commission d'enquête du Sénat, qui a été publié en 2022 et actualisé en 2023, dans ce rapport, il est mentionné la revalorisation salariale du Ségur de la santé, hein, qui est en 2021, a été perçue par les soignants comme un palliatif conséquent et tardif qui aura généré déception et frustration. Donc, dans ce rapport du Sénat, il est mentionné que les soignants sont toujours en attente d'une reconnaissance financière équitable à la hauteur de leur engagement. Et je pourrais ainsi multiplier les exemples. Des conditions du travail également qui ont généré une perte de sens du travail. Hein, je rappelle que le sens du travail fait référence plutôt aux caractéristiques du travail. Alors, quels sont les éléments de ces conditions de travail qui ont généré une perte de sens au travail? Donc, je pourrais citer la surcharge du travail quantitative, donc due à un manque de personnel. Donc, on a des infirmiers, des cadres de santé, des médecins qui sont sursollicités. On a une lourdeur du travail administratif, donc qui est notable, qui est chronophage. Certains médecins nous ont mentionné que ces nouvelles tâches, elles sont perçues comme
chronophage, peu intéressante et pas épanouissante. Un médecin nous a dit, je passe un tiers de mon temps à réaliser du travail administratif tant que je ne consacre pas aux patients, donc ce qui crée également chez lui des conflits de valeurs notables. À cela, on pourrait ajouter la managérialisation du métier de cadre de santé, hein, qui lui aussi crée des tensions de rôle, des conflits de rôle. Avec cette managérialisation, elle a entraîné elle aussi une augmentation des tâches administratives. À cela s'ajoute une gestion complexe des plannings de personnel qui sont liés au manque d'effectifs. Et donc là, les travaux d'Audrey Rivière, euh, je vous renvoie aux travaux d'Audrey Rivière qui a bien mis en avant les effets néfastes de cette managérialisation du métier de cadre en tant qui contribue à détériorer leur santé au travail. Parce que ça... Ensuite, les cadres de santé se plaignent également des multiples différents types de réunions dont la plupart n'ont pas vraiment d'utilité ni de sens. Voilà. Donc, charge de travail émotionnelle des cadres de santé, on pourrait rajouter aussi qu'ils sont confrontés aux familles des patients. Mais contrairement à ce que l'on pourrait imaginer, cette charge de travail émotionnel, Audrey Rivière a mené un travail, a conduit des entretiens auprès d'une trentaine de cadres de santé. Et cette charge de travail émotionnel, contrairement à ce que l'on pourrait penser, elle crée du sens au travail. Et elle ne détruit pas le sens au travail, puisque là, dans ce cas-là, les cadres de santé se rapprochent des patients, de la valeur du soin, etc. On pourrait rajouter, bon ça je vous le savez aussi, un rythme de travail très soutenu, l'intensification des cadences au travail, la course à la rentabilité, les tâches hachées, la sursollicitation des personnels soignants, etc., etc., qui contribuent à détruire le sens au travail. Donc, des conflits de valeurs élevés, des conflits de rôle exacerbés, des conflits, à cela on pourrait rajouter également des conflits de travail hors travail notables et particulièrement pour le personnel, hein, ce qui là aussi entraîne une perte de sens au travail. Par exemple, une cadre de santé nous a dit, du fait des horaires, mais surtout du fait que ce métier nécessite un investissement important en temps et en énergie, souvent, les cadres de santé ont du mal à lâcher prise avec leurs responsabilités professionnelles. Ils n'arrivent pas à couper et à se ressourcer. Voilà. Donc, cette dégradation des conditions de travail a provoqué une perte de sens au travail et du travail notable. À cela s'ajoute la gestion de l'absentéisme qui contribue à dégrader les conditions de travail et qui aussi sont des facteurs de perte de travail pour la plupart. Mais nous verrons qu'à ce sujet-là, les résultats sont plus contrastés puisque dans certains cas, ils peuvent également être source de création de sens au travail. Je rappelle que l'absentéisme et que les hôpitaux doivent faire face à un absentéisme qui est élevé, puisque d'autant plus que les hôpitaux rencontrent des difficultés de recrutement qui pèsent lourdement sur le dynamisme des établissements. Alors, par exemple, je cite quelques chiffres de la Fédération hospitalière française, une publication de la Fédération hospitalière française indique que l'absentéisme a légèrement baissé en 2023, il est de l'ordre de 9,5%. En 2022, il était de l'ordre de 11,5% et en 2021 de 10%. Donc, on constate un absentéisme qui est fortement élevé et cet absentéisme, en fait, provoque un stress extrême pour le personnel, plutôt pour les cadres de santé qui doivent en permanence gérer cet absentéisme qui est vraiment chronophage, qui est géré au jour le jour par les personnels de santé et qui contribue à la perte de sens au travail, à des conflits de valeurs
et qui suscite un stress extrême. Alors, malgré l'importance de l'absentéisme à l'hôpital, il est étonnant de constater qu'il y a peu de chercheurs qui se sont intéressés aux modalités de gestion de l'absentéisme. Il y a des thèses, et notamment la thèse de Sophie Randon qui porte sur les déterminants de l'absentéisme. Elle traite plutôt le cas des personnels infirmiers, mais il y a très peu de chercheurs qui s'intéressent aux modalités de gestion de l'absentéisme et à ses conséquences. Je pourrais citer les travaux de Devigne de 2011, les travaux de Michaud et Molière aussi de 2014, et je pourrais également citer la thèse récente qui a été soutenue, qui est relativement récente, qui a été soutenue en 2020 par Véronique Hachmé, qui porte sur les modalités de gestion de l'absentéisme et leurs effets sur la santé des personnels soignants, et c'est le cas de l'hôpital. Alors, quand on lit un petit peu les travaux, c'est une thèse que j'ai eu le plaisir de diriger. Donc, c'est la raison pour laquelle j'ai coécrit avec elle. Donc, quand on regarde les solutions trouvées pour gérer l'absentéisme, eh bien, on constate que cette gestion de l'absentéisme, elle se fait au niveau du service, par le biais de l'auto-remplacement et de l'auto-ajustement des plannings, au niveau des pôles, avec des mobilités entre les services, et au niveau de l'institution, lorsqu'on a recours au pool de remplacement. Donc, quand on regarde, alors, la plupart, les modalités de gestion de l'absentéisme les plus fréquentes sont le recours à la mobilité interservice. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, les agents d'autres unités de soins sont sollicités pour venir renforcer l'équipe du service où il y a des absents. Donc, cette pratique, elle peut induire une perte de sens du travail dans la mesure où l'infirmier qui intervient, il ne connaît ni le service en question, ni les patients, ni la pathologie. Donc, je vous ai projeté un verbatim pour illustrer cette difficulté et ce qui crée une perte de sens au travail pour le personnel, pour l'infirmier qui remplace. Donc, l'agent dépanne, il fait du soin en série, mais il ne fait pas de la prise en charge. Il est certes là physiquement, donc on a l'effectif de sécurité pour tourner. D'autres disent, une infirmière, c'est un cadre de santé qui le dit, on ne connaît pas les patients, donc on fait comme on peut. On ne connaît pas l'endroit où sont les médicaments. On peut se sentir complètement inutile. Autre modalité de gestion, à cela s'ajoute le recours à l'auto-remplacement, qui est le rappel sur les temps de repos, qui est pratiqué fréquemment par le cadre de santé et qui peut également susciter une dégradation des relations de travail et qui contribue ainsi à une perte de sens au travail. Par exemple, des résultats des travaux de recherche et notamment les résultats d'une étude réalisée par Véronique Hachmé, issue d'une étude ethnographique, montre que si l'agent infirmier refuse de remplacer un de ses collègues sur son temps de repos, il peut subir des violences psychologiques de la part du cadre de santé et plus particulièrement des pressions psychologiques ou encore du harcèlement téléphonique. Alors, par exemple, euh, j'ai un verbatim. Pendant mes congés annuels, la cadre m'a carrément harcelé en laissant des messages sur mon portable. Un autre verbatim qui dit, si la continuité des soins est rompue parce qu'on ne vient pas sur nos temps de repos, ce n'est certainement pas de notre faute. Le reste, c'est de l'intimidation, du chantage au sentiment. Voilà. Donc, ces modalités de gestion de l'absentéisme sont des facteurs de destruction du sens au travail. Une autre modalité en ce qui concerne le recours au pool de remplacement, là, les résultats sont plus contrastés si on regarde les recherches menées toujours par Véronique Hachmé. Alors, je rappelle que le pool de remplacement est constitué d'infirmiers qui occupent un emploi permanent à l'hôpital, mais sans affectation fixe. Donc, en fait, c'est, j'ose dire, une réserve de main-d'œuvre
dédiés au remplacement dans différents pôles et services. Alors, il faut savoir que tous les hôpitaux ne disposent pas d'un pool de remplacement. Les travaux de Sophie Randon avaient montré que la mise en place des pools de remplacement, que les pools de remplacement étaient plus particulièrement mis en place dans des établissements de taille importante. Alors donc, cette pratique, en fait, c'est une pratique qui vise la réduction de la charge de travail des personnels présents, hein, puisque ça permet, ça redonne des ressources complémentaires aux services qui manquent de personnel. Donc, en fait, on peut constater que ça permet de réduire la charge de travail pour les agents des services bénéficiaires en évitant le rappel des personnels sur les temps de repos. Donc, ça peut créer du sens pour le personnel, pour les agents des services bénéficiaires, à condition que le personnel du pool soit compétent. En revanche, Véronique Hachemé a mis en exergue que lorsque le personnel du pool n'était pas compétent, eh bien au contraire, ça détruisait le sens au travail puisque ça augmentait la surcharge de travail des agents bénéficiaires, puisqu'ils devaient les former, ils devaient vérifier ce qu'ils faisaient, et ça créait même ça pouvait être considéré comme un facteur de perturbation de l'équipe de travail. Pour le personnel du pool, ça permet au personnel du pool de développer de nouvelles compétences. Certains ont le sentiment d'être utiles puisqu'ils réduisent la charge de travail des agents bénéficiaires, hein, mais certains ont le sentiment de ne pas être à la hauteur par manque de compétences. Donc, les résultats sont plutôt contrastés à ce niveau-là. Alors, pour résumer, on s'aperçoit que ces conditions de travail dégradées, qui sont des facteurs de RPS, vont créer une rupture ou une brèche dans le contrat psychologique, hein, puisque les salariés ont le sentiment que l'employeur ne remplit pas ses obligations. Et donc, ça va générer une perte de ressources. Cette perte de ressources va générer des conséquences notables à la fois pour l'individu et pour l'organisation. Ces conséquences, nous les connaissons tous et je vais vous les rappeler. C'était en 1980, hein, ceux qui sont de ma génération s'en rappellent. C'était, comment s'appelle-t-il? Daniel Balavoine qui chantait Je ne suis pas un héros. Alors, les personnels soignants sont des héros actuellement, mais ils ne sont pas des super-héros, hein, puisque on s'aperçoit que ces conditions de travail totalement dégradées génèrent des conséquences notables pour les personnels avec un stress, là, il y a des travaux américains qui utilisent l'expression de stress extrême. Donc, on a un stress chronique accru, une usure professionnelle, du burn-out, une perte de sens au travail, intention de quitter l'établissement, le service. Pour les établissements absentisme, départ massif, bon, tout ce que je viens de dire, hein, qualité du travail amoindrie, avec des coûts pour l'établissement, des risques de dégradation de la qualité, de la sécurité des soins, etc., etc. Alors, face à ça, et ce, si j'ose dire, malgré des actions qui ont été mises en place par l'organisation. Donc, à présent, je vais vous présenter les actions, les stratégies qui ont été mises en place par l'hôpital et par les individus, les acteurs du soin, pour faire face à cette dégradation pour améliorer les conditions de travail et pour faire face à la perte de sens au travail. Et puis, dans un second temps, nous verrons quelles sont les actions, les stratégies proactives qui ont été mises en place pour redonner du sens au travail. Et la plupart de ces actions, comme on le verra tout à l'heure, sont plutôt à l'initiative des acteurs du soin. Alors, effectivement, hein, sous la pression d'un cadre légal qui est très normatif et qui se double dans le secteur hospitalier des prescriptions de la haute autorité de santé, hein, puisqu'on sait que à présent la QVCT doit être prise en compte dans la procédure de certification des établissements de santé, eh bien, les organisations, donc on a constaté que alors nous avons réalisé 6 monographies
auprès d'hôpitaux, de CHU et de CH, dans le cadre de cette recherche qui avait été menée, qui avait été pilotée par Abord de Châtillon et qui avait été financée par la DARES et la DGAFP. Eh bien, on s'est aperçu qu'effectivement, il y a des actions de prévention qui ont été mises en place par les établissements et on s'aperçoit que ce sont souvent les mêmes, comme s'il y avait une logique identique par mimétisme qui se déployait dans ces organisations avec la mise en place d'un comité de pilotage, la, pour le recours à des cabinets de conseil. Souvent, ce sont les mêmes cabinets de conseil qui intervenaient. La réalisation d'un diagnostic qui était accompagné par un consultant ou la CARSAT. Hein. Ensuite, dans l'ensemble des établissements que nous avons étudiés, la question de la place des représentants du personnel se posait. Certains nous ont dit au départ on était partie prenante, puis certains nous ont dit ensuite on s'est retiré de cette démarche, on s'est retiré des groupes de travail par la crainte d'être jugé complice de ce qui s'avérait être finalement une mascarade. Tous butent également, et pour des raisons différentes, sur la participation de l'encadrement aux démarches de prévention des RPS. Les cadres de santé, dans certains établissements, les cadres de santé avaient du mal à s'approprier les démarches de prévention et encore plus d'en être moteur puisque il faut dire que ces cadres de santé sont à la fois source de régulation pour les équipes qu'elles encadrent, mais aussi potentiels facteurs de tension, notamment sur les questions de planning, mais pas seulement. Et puis, il faut quand même rappeler que ces cadres de santé sont aussi exposés à de facteurs, sont très exposés à des facteurs de RPS hein, qui leur sont spécifiques. On s'aperçoit également que tous les établissements ont mis en place des actions de formation qui sont présentes, mais que ces actions de formation donnent lieu à des pratiques éclectiques. Elles sont présentes dans l'ensemble des établissements. Elles vont d'une focalisation précise sur les risques et les pathologies, sur la prévention du stress, diagnostic RPS, etc., à des éléments plus lointains comme des formations au management ou à des techniques de relaxation, à la méditation. Donc, il y a des actions qui sont mises en place, mais sans pour autant qu'une évaluation de la pertinence et de l'efficacité opérationnelle de ces formations ne soit réalisée. Voilà, donc, on s'aperçoit en fait aussi que, que les documents uniques d'évaluation des risques professionnels, souvent, sont peu actualisés et dans les 6 établissements que nous avons rencontrés, dans aucun document unique, les RPS étaient intégrés. Hop, pardon. Ensuite, il en est de même pour les personnels dédiés à la prévention. Dans certains cas, personne n'est affecté à cette fonction. Parfois, il y a un préventeur en bonne et due forme qui est installé, ou encore ce sont des temps partiels de psychologues du travail dédiés à la prévention des RPS des agents qui sont mis en place. Le service qualité peut être plus ou moins impliqué dans les démarches, de même que la médecine du travail. D'ailleurs, au final, on a constaté que le poids de la mise en conformité dans les démarches de prévention des RPS des établissements hospitaliers, par exemple, il y a un cadre de santé qui a été nommé préventrice à temps partiel et qui nous dit « Je suis à 20% sur la prévention des risques, je n'ai pas de bureau, je travaille dans mon service, donc je suis dérangée. Il y a des services qui sont en réelle souffrance, ça j'en suis certaine, mais est-ce qu'on va m'autoriser à les gratter? N'en sais rien. En fait, je vous dis, on répond à une demande de l'ARS, de la NFH, voilà, on remplit une case pour moi, mais concrètement, actuellement, je ne fais rien. Donc, ce qui traduit un peu cette mise en conformité. Donc, il semblerait que toutes ces actions, elles paraissent totalement artificielles pour les acteurs de base et elles paraissent glisser sur l'organisation sans affecter le quotidien, leur activité quotidienne.
À cela, on pourrait rajouter également d'autres actions qui ont été mises en place par l'organisation, et notamment des formations pour aider le personnel soignant à gérer les incivilités et les tensions avec le personnel. Donc, des démarches de prévention des RPS, il y a des actions qui sont mises en place, des plans d'action des RPS qui sont intégrés dans des plans de communication pour montrer que l'on fait vraiment quelque chose, mais souvent ces actions se limite à améliorer le confort, si j'ose dire, des personnels soignants en mettant en place des baby-foot ou en mettant en place des fauteuils relaxants dans les salles de pause. Donc, ces démarches de prévention des RPS, elles paraissent totalement artificielles pour les personnels soignants et, comme je le disais tout à l'heure, elles paraissent glisser sur l'organisation sans affecter l'activité quotidienne. Alors, à côté de cela, il y a des stratégies qui sont déployées par les individus pour faire face à la perte de sens au travail, et notamment des stratégies d'ajustement que l'on appelle également des stratégies de coping, et plus précisément des stratégies, donc dans les travaux de Rivière a repéré des stratégies d'ajustement de résistance. Alors, la résistance n'est pas utilisée pour freiner le travail ou l'empêcher, mais au contraire pour continuer de fonctionner malgré les injonctions paradoxales, hein, qui rendent complexe l'accomplissement du travail. Donc, certains individus, certains nous ont dit, sont obligés de ruser, de contourner les règles, hein, de transgresser les règles pour pouvoir faire tourner le service. D'autres, donc, comme autre stratégie d'ajustement de résistance, il y a bien entendu les grèves des personnels soignants et l'actualité abonde d'exemples, hein, ne serait-ce que cet été en 2024, avec le personnel des urgences qui a fait grève dans de nombreux hôpitaux. À côté de ces actions, il y a des actions qui sont mises en place au plus près des pratiques professionnelles localisées, c'est-à-dire qui sont mises en place par les cadres de santé pour prendre soin de leur équipe et pour redonner du sens au travail. Parmi elles, on retrouve le soutien du cadre de santé, avec l'accompagnement et le soutien émotionnel, l'empathie dont fait preuve le cadre de santé pour ses équipes. Donc, il y a de nombreux travaux qui montrent, et notamment des méta-analyses qui montrent que le soutien du manager de proximité constitue une ressource essentielle pour préserver la santé au travail des personnels. Il y a également, certains ont mis en place des dispositifs d'échange centrés sur l'activité de travail, toujours à l'initiative du cadre de santé, et notamment des groupes de parole, des KIC réunions, hein, dont le principe était d'identifier sur un temps court les problèmes liés aux patients et aux équipes. Donc là, c'était un exemple qui nous avait été donné par un cadre de santé dans un service de soins palliatifs. D'autres ont mis en place des réunions très courtes pour discuter sur les pratiques quotidiennes et les problèmes que rencontrait leur personnel. Il y a eu également de l'entraide entre cadres de santé qui s'est mis en place à leur initiative, et notamment pour gérer, comme je l'ai dit tout à l'heure, la gestion de l'absentéisme avec de la mobilité interservice ou des prêts de matériel interservice. Il y a eu également donc des arrangements au sein de l'organisation du travail qui se sont également mis en place. Ce sont parfois des micro-arrangements qui font partie de ce travail invisible d'organisation mené par les cadres. Par exemple, il y a une cadre qui nous a dit qu'elle avait mis en place des périodes intouchables pour gérer l'absentéisme, c'est-à-dire où les personnes sont certaines de ne pas être rappelées sur leur temps de repos. Voilà. Donc, comme on vient de le constater, donc ce sont des dispositions et des actions qui ont été mises en place au plus près du travail, qui ont été mises en place à l'initiative des cadres de santé, mais ces actions, eh bien, elles ont des limites.
elles sont contraintes par des conditions de travail, par les conditions de travail du cadre de santé, et notamment, elles sont contraintes, elles sont liées à la charge de travail. Par exemple, il y a un cadre de santé qui nous a dit, en fait, je n'ai plus le temps de faire des réunions programmées alors que c'était prévu toutes les 6 semaines. D'autres, elles sont contraintes également, des contraintes liées au manque de ressources humaines. Il y en a une qui nous a dit, vous pouvez faire tous les efforts que vous voulez en termes de reconnaissance, de communication, de mettre en place des espaces de discussion, mais si vous rappelez 3 fois de suite une personne en repos, vous mettez tout ça par terre et ça me rend malade. Et puis, elles sont également liées au, au profil du cadre de santé, à sa trajectoire, sa formation, sa sensibilité, qui, ne l'oublions pas, ce cadre de santé, lui aussi, est surexposé au RPS et est épuisé. À côté de cela, on observe qu'il y a également des actions qui sont mises au plus près des pratiques professionnelles par les individus aussi. On a constaté des prises d'initiative par le personnel infirmier pour s'entraider, pour faciliter la transmission des consignes et les échanges de planning. Par exemple, il y en a un qui ont mis en place un groupe Facebook pour faciliter cette transmission, la transmission des informations. Il y a également des médecins il y a des qui nous ont dit que, en fait, des médecins et des cadres de santé qui nous ont dit que pour développer des formes de reconnaissance, eh bien, ils se reconnectent aux soins, à la relation avec le patient. Hein. Donc, par exemple, il y a un cadre de santé qui nous a dit, quand je vois que c'est trop, il faut que j'y retourne, je me ressource avec elle. C'est important pour elles de sentir que je suis là. Je pense qu'elles ont compris que j'ai besoin d'elles aussi pour continuer à fonctionner. Je suis proche de mes équipes. Quand j'en ai marre, je vais dans l'unité, je vais faire des soins euh, auprès des patients pour retrouver du sens à ce que je fais, nous a dit un cadre de santé qui travaille dans un service de pédiatrie. Donc, les cadres de santé semblent s'épanouir dans la relation interpersonnelle qui donne un sens et une satisfaction à leur travail au quotidien et dans le retour aux soins. Les médecins également, il y en a un qui nous a dit je n'ai personnellement jamais reçu de reconnaissance que de la part des patients. C'est suffisant pour moi d'éviter le burn-out, mais épuisant dans le contexte actuel de la notion de service public. Il faut tenir, mais jusqu'à quand et combien de temps encore des médecins arriveront-ils à exercer leur métier dans de telles conditions? Donc, en conclusion, je pourrais dire que, en fait, le collectif de travail joue un rôle essentiel et est vecteur de sens au travail. Alors, pour terminer mon intervention, je vais vous présenter quelques pistes de réflexion qui tendent à améliorer la qualité de vie et les conditions de travail qui, à mon sens, sont source de sens au travail. Donc, pour cela, il est important faire de la prévention, de mettre en place des actions de prévention et d'avoir une logique plutôt salutogénique de la santé et d'identifier des ressources qui permettent d'améliorer les conditions de travail et plus largement la qualité de vie au travail, source de sens du et au travail. Donc, les travaux récents et les ancrages théoriques récents remettent en cause le modèle de Karasek où l'individu subit les conditions de travail. Donc là, selon la théorie de la conservation des ressources d'Opfol ou selon le modèle JDR de Becker et d'Emerouti, le stress n'est pas seulement le résultat de conditions de travail, mais aussi de ce que l'individu apporte à la situation. Donc pour améliorer la santé au travail, pour donner du sens au travail, eh bien, il faut mettre en place des situations où l'individu peut développer ses ressources, puisse capter des ressources à la suite de son environnement et puisse développer des ressources et capter des ressources dans son environnement. Ainsi, cela lui permettrait il faudrait reconstruire le contrat ça lui permettrait de reconstruire le contrat psychologique, de capter, de redonner du sens au travail via des ressources de travail qu'il pourrait capter dans son environnement. Donc, je vous ai rappelé donc le modèle de Demerouti et Becker, qui en fait met en balance
d'un côté, les exigences de travail auxquelles doivent faire face les personnels soignants, plus largement les personnels dans les établissements de santé, et les ressources de travail dont ils disposent, qui peuvent se trouver soit au niveau de l'organisation, soit au niveau interpersonnel, ce que l'on a vu, le soutien du N+1, des collègues de travail, par exemple, la qualité des échanges, soit au niveau de l'organisation du travail, avec les espaces de discussion, la gestion des temps de travail, soit au niveau de la tâche, avec les feedbacks, la variété des tâches, l'intérêt de la tâche, l'autonomie, etc. Donc, pour terminer, je dirais qu'il s'agirait que dans ce contexte, eh bien, ça serait intéressant que les DRH reprennent la main dans ce contexte de dégradation des conditions de travail. Euh, il faudrait que les DRH, il n'y a que la fonction RH qui pourrait le faire, l'inventaire des initiatives locales qui fonctionnent pour tenter de répandre dans les services ce qui réussit dans l'un d'entre eux. Donc ça, ce serait un premier plan. Ensuite, reconstruire les collectifs autour du travail, mettre en place des espaces de discussion sur le travail. Et là, je vous renvoie aux travaux de Mathieu Deschessard ou de Emmanuel à bord de Châtillon et Desmarais qui mettent en relief les conditions de succès de ces collectifs de travail, de ces espaces de discussion pour co-construire l'activité de travail. Une autre piste, ça serait de faire collaborer ensemble des acteurs autour de formations communes, d'analyse et d'évaluation de pratiques pour contribuer à valoriser le travail en équipe, autour par exemple des prises en charge de patients avec l'ensemble des personnels, de l'aide soignante aux médecins, et de donner ainsi un sens à l'action collective et de redonner du sens au travail. Pour cela, bien entendu, il est nécessaire de donner suffisamment de ressources aux managers et aux cadres de santé pour qu'ils puissent s'emparer de la mise en place et de l'animation des espaces de discussion, notamment d'espaces de discussion formels, de sensibiliser le cadre de santé à la prévention des RPS et plus largement à la QVCT, qui est source de création de sens au travail, d'essayer de limiter les intrusions dans la vie personnelle pour améliorer la conciliation vie privée, vie professionnelle, qui sont sources et destructrices du sens au travail et sources de mal-être, avec notamment d'établir des règles concernant la déconnexion, comme ne pas envoyer d'emails en dehors des heures de travail et le week-end, par exemple ne pas essayer de limiter les rappels sur les temps de repos, etc. Et puis de manager autrement, hein, pour développer une culture organisationnelle préventive, pour promouvoir une culture du bien-être au travail, porteuse de sens, du et au sens du travail, avec un soutien informatif. Les travaux de Caroline Ruillier dès 2008 montraient l'importance d'apporter un soutien émotionnel aux équipes avec des compétences, ce qui nécessite des compétences émotionnelles autour de l'écoute des problèmes personnels et professionnels, de l'empathie, de la manifestation d'affects positifs, le développement de la réciprocité dans les échanges, la communication, le respect, la confiance, les manifestations de reconnaissance et d'estime, et puis surtout essayer de réduire la paperasserie, j'ose dire, pour dégager du temps aux médecins, aux infirmiers, aux cadres de santé, pour la prise en charge des patients ou l'accompagnement des équipes, et puis également pour dégager du temps pour préserver les lieux de discussion informels qui sont aussi voués à la convivialité et qui renforcent les collectifs de travail avec des discussions lors des temps de pause dans les couloirs ou lors de repas pris ensemble. Alors, Nathalie, oui, est-ce que tu penses bientôt conclure? oui, je Ok. conclus. Donc, Parce quand on que si on regarde va avoir du temps pour discuter, je pense qu'il y aura des questions. Donc, oui, j'ai pas fait vraiment, attention, je n'ai pas regardé le temps, il moi est aussi. 16h13, donc Oh, voilà. ouais. Donc, quand on regarde le rapport du Sénat, eh bien, on s'aperçoit que donc ces mesures-là, bien entendu, vont contribuer et ne seront certainement pas suffisantes. Donc,
Parmi les mesures avancées dans ce rapport, il y a l'amélioration de la QVCT des soignants et leur libérer leur temps en allégeant les lourdeurs administratives. C'est ce que nous retrouvons dans nos travaux. Et puis, il y a aussi le renforcement du nombre d'infirmiers et d'aides-soignants dans les équipes. Et puis, reconnaître l'engagement des personnels, hein, par une reconnaissance financière équitable à la hauteur de leur engagement. Donc, améliorer la prévention primaire des RPS pour une meilleure QVCT et redonner du sens au travail. Nous sommes tous des acteurs. Je vous remercie pour votre attention.